Cet épisode contient des sujets difficiles. Les détails sont en description. Pour moi, ça a toujours été un plaisir que d'être lesbienne. On est lesbienne, Marina. Moi, je dis qu'une lesbienne qui ne réinvente pas le monde est une lesbienne en voie de disparition. Aujourd'hui, au 26 rue des Lesbiennes, nous sommes à Angers. Laissez-vous porter par l'univers sonore de Sophie, infirmière militante de 70 ans. Je vous retrouve ici, donc rentrez. Dans les années 70, quand tu te disais lesbienne, c'était ok, t'es homosexuel, mais très très impliqué politiquement. La première grande valeur, mais ce qui n'est pas simple, c'est d'accepter la différence. C'est d'être dans une tolérance. Et ça demande un travail sur soi, en fait. C'est-à-dire d'accepter, oui, que l'autre soit autre, soit différent, et un parcours, une éducation, une culture, enfin, des tas de choses comme ça. Je pense que ça, c'est important. Bon, j'ai créé encore une association. L'association Contact. Oui, pour les parents et les proches et les amis et tout ça qui ont du mal à vivre. Enfin, moi, ce qui m'apporte, c'est pas tant de m'intéresser à moi qu'aux autres, quoi. En gros, c'est ça. Je vais le chercher. En fait, c'est un texte qui se lit de mon point de vue. C'est un texte que j'ai nommé, que j'ai appelé Les Déterminés. Qu'elles s'appellent Aya, Malia, Christine, Inaya, Armani, Asna, Iris, Gloria, Léa, Alice, Joséphine, Sandrine, Andrea, Mélanie ou Joy. Qu'elles viennent du Congo, du Sri Lanka, du Cameroun, du Gabon, de Colombie, d'Angola, de Géorgie, de Guinée, de Mauritanie, elles sont déterminées. Depuis leur adolescence, voire plus jeunes, elles se savent attirées par les personnes du même sexe qu'elles. Cachées, elles se reconnaissent, se connaissent, développent des subterfuges pour qu'on ne les découvre pas. Et pourtant, il suffit d'un jour, une fois, et patatras, on les soupçonne, on les a vus. On filme, on sait, on les dénonce. Et là, les représailles sont terribles. Frappée, humiliée, rejetée, violée, la famille est là, garante de sa réputation. La famille déshonorée enferme, exclut, déshérite, désenvoûte les sorcières, les maris, les moins que rien, les lesbiennes déviantes dont les actes remettent en question le mal dominant, alors on va leur faire payer. La famille garante commandite les viols correctifs, les dénonciations à la police qui se doit de corriger, de faire payer leur détermination. Et on les poursuit pour les faire disparaître. Alors, fortes et déterminées, elles se sont enfuies, seules, souvent, rapidement, subitement, en laissant tout derrière elles, affaires, situations, famille, amis, enfants parfois. Les frontières, elles les ont traversées le plus souvent au péril de leur vie, de leur corps. Là encore, elles sont des proies faciles, car femmes, on leur demande de donner ou vendre leur corps en échange de services, d'argent, de silence, de passage, de sexe. Déterminée, vous l'êtes, alors qu'en France ou ailleurs, on ne vous attend pas. Et un autre parcours du combattant commence, celui de la survie de chaque jour, la peur au ventre d'être à nouveau abusé, exploité, violé. Arrive le temps où il faut dire, justifier, donner des explications dans la douleur. Qui vous consolera? Qui vous réparera? Tout reste à construire. J'avais un cumul de situations qui restent toujours vraies, mais là, c'était à un moment donné. Et c'est ça, hein. Et je me suis dit, mais on n'en parle jamais, tu vois. Et c'est vrai que je suis un petit peu remontée,
c'est à nous aussi de réagir. Hein. Mais en me disant, mais quand même, c'est fou ce qu'elles vivent, ce qu'elles traversent, et personne ne le sait, quoi. Je trouve quand même qu'il y a globalement dans le monde, et d'après les témoignages que nous avons aussi de ces personnes étrangères, des craintes qu'il y ait vraiment une montée de l'extrême droite un peu partout, quoi. L'autre fois, par exemple, je vous cite un exemple. Là, on en a une, elle est de Sri Lanka. Sa copine est partie du Sri Lanka aussi, mais elle est au Tadjikistan. Donc elle cherche à y aller, mais elle a un statut depuis 1 an maintenant. Alors au bout d'1 an, tu peux te permettre de demander l'autorisation pour sortir de l'espace Schengen, déjà de France, et puis après de l'espace Schengen. Du moment que tu ne retournes pas chez toi, enfin dans ton pays d'origine. On a eu un garçon, là, il parlait pas du tout français, il était nigérian, il parlait que anglais. Il est arrivé, ça fait 7 ans qu'il tourne d'un pays à l'autre, quoi, sur l'Europe. Il n'a pas réussi à avoir une demande d'asile. Voilà. Mais si je vous parle de toutes les situations, on en a pour des heures. En gros, c'est ça. Ce que je fais au jour d'aujourd'hui, j'ai d'autres investissements associatifs aussi, mais principalement c'est ça. Puis cette année, j'ai laissé tomber d'autres choses pour me consacrer un peu plus à cela. Or, nous, à Quasar, en fait, si on s'est lancé dans la demande d'asile, c'est qu'il y a un monsieur qui a un certain âge, qui est gay, mais qui a commencé ça il y a 11 ans. Donc on a été la première association à accompagner la demande d'asile de personnes LGBT. Quelqu'un qui arrive, dès qu'il est à l'aéroport, il peut aller voir la police des frontières et dire « moi je demande l'asile. J'ai besoin d'être protégé, etc. etc. » Après, tu as une procédure. Tu ne demandes pas l'asile et on te l'accorde tout de suite, c'est une pure formalité. Tu dis, tiens, je suis homosexuel. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Non, c'est pas si simple. Tu dois remplir un dossier de demande d'asile. J'en ai fait 1 cette semaine, 2 cette semaine. Et là, succinctement, tu mets dans ton dossier pour quelle raison tu demandes l'asile. Une fois qu'ils ont déposé le dossier, ils sont convoqués un jour ou l'autre. Ça peut durer quelques mois, hein. C'est pas tout de suite. Et c'est là, nous, en amont, dans la mesure où ils viennent vers nous, on les prépare en notant leur récit de vie, toute leur vie. On frappe en même temps qu'ils parlent, bip, bip, bip. C'est fondé sur 3 éléments le plus importants. C'est démontrer que tu es homosexuel, ce qui n'est pas si simple. Prouver, c'est toujours un peu compliqué. Tu ne vas pas coucher avec l'officier sur place, tu vois. La deuxième question, c'est les persécutions de ce fait-là que tu as vécu dans ton pays et les risques de retour au jour d'aujourd'hui. Et j'ai appris à travers le public auquel j'avais affaire, qui était divers, un certain nombre de choses. Mais globalement, tout ce qu'il nous apporte, on dit mais c'est fou en fait. Déjà la richesse culturelle, je veux dire d'approcher différents univers. Tu passes de la Colombie au Sri Lanka, au Bangladesh. Moi je connaissais pas tout ça, Géorgie, tout. Je connais de noms, mais je veux dire les cultures, les nuances, la langue, etc. À nous, on a quand même suivi plus de 620 personnes depuis 11 ans, accompagnées dans la procédure d'asile. Il y avait plein de valises qui étaient là. Je me disais, ah tiens, il y a une arrivée. Non, la police était là. Et c'était évacuation de 6 familles, je crois. Ça fout les boules quand même. Avec enfants. Donc ils n'ont pas eu leur statut. Donc soit ils sont mis dans des camps de rétention, il y en a un à Rennes, soit ils sont mis dans des avions et retour à domicile. Non, il y en a certains, c'est inimaginable, impensable. S'ils retournent, c'est la mort assurée, quoi. Même s'il y a des moments, en fait, où ça peut arriver que moi je puisse être triste, soit parce qu'il y a eu un échec, soit parce qu'il y a eu des départs, soit parce qu'il y a eu des choses comme ça. Ce sur quoi je m'accroche ces derniers temps, ça pourrait être dans d'autres domaines, c'est justement toute cette approche aussi de notre culture
comment on peut leur faire comprendre sans être dans la supériorité, sans être... Enfin, c'est difficile, hein. Sans dire c'est nous qui avons raison, on détient tout et tout. Mais justement, comment faire passer... Bon, ils savent qu'ils sont là hein, et qu'on donne la protection. Franchement, je ne connais aucun qui dit la France, moi, je sais pas, j'en ai rien à foutre, tu vois. Ils savent très bien que on n'a pas demandé à ce qu'ils viennent. Ils sont venus d'eux-mêmes, tu vois. Déjà à l'école, je faisais partie des leaders. J'ai mis l'école en grève. Bon, ça commençait mal. Et puis après, c'était à l'école d'infirmière aussi. Toute l'école s'est retrouvée en grève, pareil. Manif à Paris tout un soir. Quand j'étais au lycée, c'était au lycée, quoi. Ma mère m'avait dit quelque chose qui m'a marqué parce que c'était à la fois, je ne peux pas te soutenir là-dedans, mais si à 18 ans, tu ne faisais pas ça, tu ne le ferais jamais. Donc il faut le faire. En gros, j'avais son autorisation, quoi. Et en fait, ma mère a toujours été, je crois que c'était la première femme féministe pour moi que j'ai connue, elle a toujours été dans cette ambivalence de ces femmes de cette génération. En effet, la tutelle du mari, même l'autorisation pour avoir un compte en banque, il fallait la signature du mari, papa. Mais aussi, je lis Simone de Beauvoir, je défends l'IVG. Enfin, elle a eu des copines aussi qui ont été en Suisse pour des IVG et tout. Bon, donc elle a été en même temps une forme de militance, tout en étant bien enfermée dans un truc. Enfin, elle avait une dynamisme et une réflexion qui était très féministe quand même. Moi, elle m'a dit, et son maître mot, eh bien, c'était soyez autonome, quoi. Ne dépendez surtout pas, à ce moment-là, d'un homme, évidemment, et soyez indépendante, et surtout ne dépendez ni financièrement, ni relationnellement, on pourrait dire, de quelqu'un d'autre. C'est pas facile au début, je pense, parce que, tu vois, de venir avec une femme et de dormir sous le même toit que mes parents, je devais avoir 22 ans à peu près. J'avoue que j'ai pas eu beaucoup de courage. Et donc elle m'a dit, écoute, c'est contraire à mon éducation, catholique et un peu bourgeoise et tout ça, mais étant donné que l'affection que je te porte, j'accepterai ce que tu vis, de toute façon. Elle est venue me voir à Londres, et j'avais ma petite copine à l'époque, Linda, avec ma mère a adoré Linda, c'était pas le problème, mais je me suis dit, waouh, je vais coucher sous le même toit que ma mère et elle dans le même lit. Il y avait un truc qui me gênait là-dedans, mais bon, je l'ai fait quand même. Mais enfin, c'était un peu, je sais pas, bon, peut-être que pour vous ça paraît complètement dépassé, mais nous à l'époque c'était waouh. Attends, je suis dans le lit avec ma compagne et ma mère est d'à côté. Oui, ce genre de truc. Est-ce que vous voulez du vin un petit peu? Un petit rosé de Provence bio? Ou alors sinon de la bière, mais je suis pas bien. Mais il y a de la bière, si vous préférez. Il y a de la salade. Il y a... Cette semaine, ça a été l'horreur. La pâtisserie plein pot. Et l'autre jour, on va à la boulangerie pour aller chercher un sandwich. Oh, il n'y avait plus de sandwich. Mais il y avait des gâteaux. Quel dommage. Quel dommage. Pour revenir sur mon histoire, je suis partie sur Paris. C'est un peu la jungle, là. C'est-à-dire, si tu te débrouilles pas, tu es seul. Mais moi, je connaissais pas trop de monde, encore moins dans le milieu homosexuel. Donc il a fallu que je me booste un peu pour aller vers. Donc je suis allée vers les milieux un peu gays et lesbiens. Alors, CUAR, c'est Comité d'urgence anti-répression homosexuelle.
Après, j'ai essayé de me rapprocher de l'espace femme à Paris. Mais c'était pareil, faut ramer quoi un petit peu pour... t'es trop anonyme quoi, c'est pas facile, je serais venue avec des amis, etc. au bout d'un moment. Bon, là c'était pas le cas, j'étais vraiment toute seule, un peu isolée. J'ai un peu peiné quoi. Je suis restée 15 ans à Paris quand même. Et là je me suis rapprochée en fait d'un club sportif de femmes. C'était en fait un club d'autodéfense au départ, puis après de karaté. D'ailleurs, tu fais du karaté. Donc ça a duré plusieurs années. On a même monté notre propre association pour que d'autres femmes lesbiennes, c'était un peu lesbienne, mais voilà. Puis j'ai développé un petit peu des activités diverses et variées, mais c'était pas si simple pour différentes raisons. Tu vois, les femmes ont toujours eu du mal à trouver leur place dans les centres gays et lesbiens. Je trouve. Je sais pas pourquoi, mais... Bon, les mecs peut-être. Il n'y a pas que ça, je pense. Non, mais le fait d'avoir suffisamment d'assurance pour prendre une place, c'est pas évident pour les femmes. Ça va mieux, sûrement. C'est pas facile. Mais ça vient aussi de nous, c'est ça que je veux dire. Et peut-être qu'en effet, la manière dont on a été élevé et éduqué fait que on n'est pas toujours si assuré que ça et qu'on a du mal à... Donc voilà, en gros... À Paris, j'ai essayé un petit peu, mais bon, ça n'a pas été évident pour moi de trouver ma place là, si ce n'est dans le sport, avec des lesbiennes et tout ça. Bon, très bien. Après, je suis partie en Angleterre pendant 3 ans. Alors, j'étais dans une maison que de lesbiennes, pas mal, c'était étonnant. Parce qu'on était une maison où il y avait 7 lesbiennes, on était 7 chambres. Par contre, bon, une chose qui était un petit peu gênante, enfin, je crois qu'il y a des amis qui m'en ont un petit peu voulu, c'est que c'était pas ouvert aux hétéros. C'était vraiment exclusivement nana. Les mecs, en gros, pouvaient pas rentrer non plus. Je suis restée 2 ans dans cette maison, mais c'était sympa. Enfin, c'était quand même agréable, on s'est connus, on a gardé contact avec certaines, etc., etc. Puis il y avait des fêtes là-dedans. Alors là, les fêtes, il y en avait partout. C'est tout juste, si tu rentrais dans ta chambre, tu n'avais pas quelqu'un dans ton lit. Tu vois, il y en avait partout. Donc c'était super, c'était rigolo. Mais c'était des fêtes où tout le monde venait, toutes les lesbiennes venaient. Donc c'était très très sympa, ça m'a ouvert à des choses. Et c'est vrai qu'il y avait des fêtes, on me dit tout d'un coup, il y a un pub à l'autre bout de Londres où il y a une fête et tu te retrouves devant 200, 300, 400 lesbiennes. Donc c'était assez sympa. Et là, c'est vrai que ça m'a ouvert dans un côté plus communautaire, là par contre, plus... bon. Il y a eu les années un peu... bon, là c'est un peu perso, mais... voilà, on s'est donné une telle liberté qu'on pouvait avoir 2 amantes dans la même nuit, c'était pas trop un problème, tu vois. C'est plus moraliste maintenant, j'ai l'impression, mais bon, peut-être que je me trompe. Les femmes que j'ai connues à cette époque-là et avec qui j'en parle, je me souviens d'une personne, entre autres, et je lui ai dit, ça n'a pas été tout simple quand même. On y a laissé aussi beaucoup psychologiquement, quelquefois, affectivement, parce que, bah oui, allez, on pouvait se permettre d'avoir des amantes alors que tu avais une relation de couple, etc., etc. Moi, j'y ai laissé un peu aussi de désillusion déjà, et puis de me dire, ah ben oui, tiens, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Oui, moi en théorie c'était très bien, tu vois, mais en pratique, concrètement, tu dis, putain, tu dégustes. Et je trouve qu'il y avait de ça. C'est-à-dire, moi, je me souviens de une femme que j'ai eue comme amante à un moment. J'avais bien accroché avec elle. Et alors que j'avais quelqu'un dans ma vie. Alors, j'étais en couple, on peut dire en couple. Et elle séduisait à fond. Elle avait plein et plein. Et une fois, je lui ai dit ça. Alors, je la vois de temps en temps. 20 ans après, je lui ai dit, mais quand même, on y a laissé des plumes. Et elle m'a regardé. Pas du tout. Moi, j'ai dit... C'était là, mais je voulais le dire de manière globale, que quelquefois, si tu veux, même quand on était là-dedans, dans cette liberté sexuelle, affective et tout ça, parce qu'il y avait de l'affectif aussi,
On n'a pas toujours pris conscience qu'on faisait mal aussi, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais les mecs, pareil, je pense, dans la gaietétude, alors eux, sexuellement, moi je les ai vus, comme dit mon copain Jean-Luc, comment il a une expression pour dire ça, mais avec couilles rabattues, quoi, mais ils arrêtaient pas, tu vois, mais eux, c'est passé de 2, 3, 4 amants dans la nuit, c'était pas un problème, tu vois. Alors que nous, en tant que femmes, ça a été beaucoup moins vrai, mais quand bien même, à ce moment-là, on s'est permise une certaine liberté, eh bien, parce que moi j'avais un maître mot, c'était surtout pas me retrouver dans un carcan, un couple. Mais après tu le vis et puis tu te dis ah oui, bon, il y a peut-être à nuancer dans tout ça. Mais c'était des chouettes années aussi. Vous vous rendez pas compte, pour nous, les années 68, ou du moins les années 70, plutôt après, t'avais comme le bouchon de bouteille, tu vois, de champagne, allez, on y va, etc. Tu vois, il y a peut-être le VIH d'ailleurs qui a un peu ralenti les choses. Un étrange problème vient d'apparaître dans la société gay des grandes villes américaines. Le développement d'un cancer rarissime, le sarcome de Kaposi. On vient d'en dénombrer 220 cas, dont 91 mortels, essentiellement dans la communauté gay. Quand j'étais à Paris quand ça s'est un petit peu déclaré, et vraiment on entendait au début un petit peu des choses et tout. C'était 83, 84. Bon, on avait commencé à entendre parler. Et puis moi, j'avais des copains qui étaient... À ce moment-là, j'avais des copains qui étaient pas mal impliqués dans des associations. Et là, 1 ou 2 années après, là, ça flambait autour de nous. Pas lui, d'ailleurs, mais autour de lui, pas mal. Donc, j'ai eu quelques copains concernés. Et puis, lors de mon parcours infirmière, je ne vais pas vous le faire parce que bon, les 3 dernières années avant de partir en Angleterre, j'ai été infirmière en hospitalisation à domicile, à Paris. Et là, alors la première année, ça allait à peu près. Puis au fur et à mesure, on avait de l'accompagnement de fin de vie à domicile de personnes VIH dont les hôpitaux, non pas qu'ils ne voulaient plus, mais ils étaient submergés. Donc, et là, moi j'ai pris dur parce que là, un patient sur 2, c'était des personnes sida, vraiment en phase terminale. Beaucoup de gays évidemment. Dans les milieux associatifs, quand tu avais des copains, quand il arrivait un moment, tu prenais ton répertoire, tu barrais tous les noms, hein. C'était hyper difficile à assumer. Enfin, moi, j'ai des copains. Moi, encore, j'en avais quelques-uns. J'ai dû barrer, mais voilà. Donc, il y avait une commission à aide pour accorder des droits, justement, à des compagnons et des compagnes. Enfin, des compagnons, principalement, mais il était hors de question de se battre pour les uns et pas pour les autres, évidemment. Et qu'il y a eu une très, très grande... réflexion là, mais qui était tout le temps genre, mais pourquoi le pacte, c'est pourquoi pas carrément aller au mariage, quoi. Bon, c'est vrai que moi, j'étais peut-être en plus pas toujours persuadée, parce que moi j'ai connu la période VIH, et là, la non-reconnaissance du compagnon ou de la compagne, hyper fréquent, quoi. Après, il y a la reconnaissance de l'autre, du droit des autres et tout. Donc, ouais, je me suis dit peut-être que d'avoir des droits dans ce sens-là, ça vaudrait peut-être la peine quand même. J'ai été jusqu'à Paris, la grosse manif sur le mariage, à Angers, on a fait quelques manifs aussi, si. Alors que j'étais contre le mariage, bon, tu vois, bon, les contradictions, mais bon. Enfin, si tu veux, dans l'idéal et dans l'absolu, je me disais, le mariage, faudrait faire disparaître, en fait. Et que c'est à titre individuel qu'on a des droits, et à titre individuel qu'on ne va pas favoriser parce que tu es avec un tel ou un tel. Tout le monde me laissant entendre que le mariage serait jamais supprimé pour hétéro ou quoi. Donc, oui, j'ai milité. Et puis que je trouvais que ça... C'était une avancée quand même par rapport à la société. Enfin, vous voyez bien la perception que les gens pouvaient en avoir. Au-delà du mariage en tant que tel, on n'a jamais autant parlé des gays et lesbiennes. On n'a jamais... Il a fallu que les politiques se positionnent. Il a fallu que... Le mariage, je crois que c'était tellement sacré que ça... La société, moi j'ai eu l'impression, c'était le coup de semonce. Comment ça, on va leur accorder des droits? Moi j'ai jamais vu une manif comme ça à Paris.
ça sortait de partout, c'était incroyable. On était des familles, des gens individuellement, tous mes copains à Paris qui se bougeaient jamais, paf, ils sont venus, etc. Tu vois, c'était surprenant aussi. La mobilisation qu'il y a eu, je crois que ça a été révélateur aussi. Ah oui, il y a vraiment des gens conservateurs et il y en a encore, quoi. Tu vois ce que je veux dire, même les hétéros, tout ça. Mais pour moi, j'ai longtemps été réfractaire au fait de vivre avec, de vivre en couple, en fait. Mais c'était un peu mon fer de lance, un petit peu. En me disant non, je veux pas trop m'établir, me sentir... Et j'ai un petit côté encore comme ça, je crois. Donc je suis pas toujours facile à vivre, peut-être dans ce sens-là. Un petit côté où j'aime cette liberté d'être et d'agir quand je veux, comme je veux, en tenant plus ou moins compte de l'autre, quoi. Bon, là, 40 ans passés, ça faisait peut-être... allez, on s'assoit un petit peu, quoi. Bon, puis après, c'est passé tout seul, quoi. Michel a été hyper accepté, mais enfin, j'ai connu Michel, j'avais 40 ans, oui. Non, 39. On s'est rencontrés, on s'est... Ici, sur Angers. Je venais d'arriver, ça faisait pas très longtemps. On a mis un peu de temps. Pas très longtemps. À se dire que, ma foi, on pourrait peut-être passer à l'acte, comme dirait l'autre. Et puis après, aller un petit peu plus loin, et voilà. Quand est-ce qu'on s'est mariés ? 1 an après le passage du mariage. Ouais. On n'a fait pas partie des premiers couples, mais pas loin. Mais on était là. C'était des copains qui ont été les premiers gays à se marier sur Angers. Et je me souviens, on était tous là, on était tous présents. Il y avait des gens qui pleuraient, hein, qui disaient « Waouh, c'était symbolique aussi, là. C'était un peu de la formalité. Non, je pourrais dire le maître mot pour sécuriser l'autre. Tu vois, en cas de décès, que Michel ne soit pas considéré... enfin, c'est pas seulement considéré, mais qu'il n'y ait pas de problème, de reprise. Je crois pas, ma famille serait quand même globalement... il n'y aura pas trop de problèmes, je pense, mais enfin, sait-on jamais. Donc voilà, c'est plus par une notion de sécurité mutuelle et pratique et financière, en fait. Moi, je veux que ce soit Michel qui récupère l'intégralité de tout ce que j'ai. Je veux pas qu'il y ait des... Si tout le monde le sait, enfin, ça pose pas de problème. Tu vois, tu te retrouves aussi chez le notaire à signer des contrats de partage et autres. Ouais. C'est intéressant, hein. Quand j'entends les témoignages des personnes que nous avons, comment l'homosexualité est perçue chez eux, c'est la pire chose. C'est la pire chose. Je crois que tu peux tromper ton mari, bon, t'es puni, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Bon, mais le pire, c'est inacceptable. Poutine, c'était une de ses raisons aussi par rapport à l'invasion de l'Ukraine. Je voudrais pas mettre en avant l'homosexualité pour l'homosexualité, hein. Mais je me dis, il y a vraiment du danger. Pour nous, rien n'est acquis, quoi. Hein, sachez ça, les filles, hein, que même dans l'avenir, il faudra toujours être relativement vigilant. Nous, on sera plus là peut-être, mais vous soyez vigilantes parce que moi, je me dis, ils ont très peur. Je sais pas pourquoi. Quand je vois les conséquences, mais aussi les gens, la population d'une part. L'État et la police, etc., sont capables d'aller, je me dis, waouh, il faut être extrêmement vigilant. Que ce soit homme ou femme, hein, c'est pas... En tant qu'homosexuel, je veux dire. Moi, j'ai eu des copains aussi qui se sont fait... Moi, je me souviens d'un ami, en Crète, je crois, en sortant d'une boîte de nuit gay, ils se sont fait tabasser. C'est des situations, des contextes où tu te dis, waouh, là, prudence. Quand c'est des contextes où tu es un peu en sécurité, en jeu, ça me dérange pas du tout. La plupart des gens savent qui je suis, etc. Mais dans des contextes de voyage, par exemple, ou d'étrangers,
je serais plus prudente. Je sais ce qui peut se passer, en fait. Et à ce moment-là, encore plus qu'aujourd'hui, peut-être. Et encore. Ça dépend des pays, tu vois. Peut-être que ça a été un frein dans le fait de voyager aussi. J'aurais aimé voyager plus, ça c'est mon grand regret. Donc, je veux pas voir de l'homophobie partout, ni de répression partout. Mais je me dis, pour moi, c'est pas acquis. C'est toujours présent qu'il puisse y avoir des choses un petit peu. Donc, vigilance. J'étais en train de réfléchir en faisant pipi. Je me disais, mais comment on pourrait me définir? Je ne sais pas me définir. Je me disais, une homosexuelle humaniste. Ce qui m'intéresse, c'est que, en effet, le public LGBTI, entre autres, les droits humains dans leur généralité, et partout dans le monde, ils soient en sécurité. Et des droits, éventuellement, bon, tant mieux, mais que petit à petit ça évolue, ça vraiment c'est là-dessus que j'ai envie de militer, quoi. Donc c'est vrai que nos petits problèmes occidentaux quelquefois me laissent un petit peu perplexe, mais bon, je le suis, moi ce qui m'importe c'est un peu ça. Et je me dis même pour nous, tout qui sommes ici, c'est d'être toujours extrêmement vigilants pour que. Mais be careful. Vigilance. C'est toujours ça un peu les sociétés, c'est la peur de revenir un petit peu en arrière. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de 26 rue des Lesbiennes. Co-conçu et co-réalisé par Cléo, Jade Neuhaus, Manon Josien et Constance Regina. Une production de l'Avalanche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à contribuer au financement participatif pour que ce projet puisse continuer d'exister. Toutes les informations sont en description. À très vite.